Salut à tous, c'est Geoffrey de Vinstache, et comme aujourd'hui je n'avais qu'une blague bancale pour l'introduction de ce nouvel épisode de Cépage sorcier consacré aux Vionniers, j'ai décidé de réaliser le rêve de toute une vie et de devenir le temps d'un instant le Karim Debache du pauvre et de vous parler de cinéma. Donc, La Revanche d'une blonde, ou Legally Blonde, est un film daté de 2001 qui met en lumière le personnage d'Elle Woods, interprété par Reese Bonjour Madame Witherspoon, qui incarne une blonde archétypale se faisant larguer par son petit ami du moment, avec lequel elle pensait convoler en os. En effet, celui-ci nourrissant l'ambition de devenir un jour sénateur, et venant tout juste d'être admis à Harvard, se voit mal continuer de fréquenter cette Californienne aux airs de poupée Barbie qu'il juge comme frivole et peu sérieuse. Blessée dans son amour-propre, elle se lancera à corps perdu dans une session d'intense bachotage afin de pouvoir intégrer elle aussi la prestigieuse université. De là s'enchaîneront moult péripéties que je serais ravi de vous narrer si mon émission parlait réellement de cinéma, mais vous vous en doutez, s'agissant d'une comédie romantique reprenant en filigrane la trame classique d'un revenge movie, celle que l'on considérait comme une bécasse ingénue se révélera être une brillante avocate, déjouant ainsi nombre de clichés et de stéréotypes. Et c'est ainsi que Le Vilain Petit Canard devint un signe magnifique. Et bien si Le Vionnier était un film, ce serait celui-ci, puisque cette variété a connu l'un des plus improbables retournements de situation de l'histoire de la viticulture. Bienvenue dans un monde de contes de fées et d'alcool, bienvenue dans un nouvel épisode de Cépage sorcier. Le Vionnier est un cépage blanc dont les origines sont un brin teinté de mystère. Une légende urbaine voudrait qu'il ait été importé en France par l'empereur Probus, depuis la côte dalmate en Croatie, d'où il était originaire. Cependant, des analyses génétiques nous ont prouvé que le Vionnier serait plutôt une variété appartenant à la grande famille des Sérines et qu'il aurait, de ce fait, une parenté avec la Syrah et le Durésa. Il aurait aussi des racines avec le Frésa, l'un des plus anciens cépages du Piémont qui a lui-même des accointances avec le fameux Nebbiolo. Le Vionnier est donc un cépage purement alpin, et il n'est en rien étonnant de constater que le berceau historique de son implantation française n'est autre que la vallée du Rhône-Nord. En effet, les amateurs de vin penseront forcément à Condrieu et à la plus confidentielle appellation en monopole qui est Châteaubrié, où il est cultivé en monocépage, ainsi qu'à la Côte-Rôtie, où il rentrera de manière minoritaire dans les assemblages, et ce jusqu'à hauteur de 20%. Même si bon, dans la réalité, à Côte-Rôtie, aucun des vignerons ne pousse jusqu'au 20%. Et si vous parlez de Condrieu à un sommelier d'expérience, il vous vantera la grandeur des Vionniers des plus belles cuvées de chez Gangloff, François Villard, Yves Cuilleron, Jean-Michel Gérin, Niro, Rostin, ou encore du domaine Vernet, dont on reparlera peut-être dans cette vidéo. Mouais, n'empêche que tout aussi grandiloquent que sera ce discours, le fait est que le Vionnier a failli purement et simplement disparaître de cette planète. En effet, si en 2016 il était classé 49e variété la plus plantée au monde avec 16 063 hectares, dont près de 55% étaient plantés en France avec 8 823 hectares, en 1965, ce n'était pas tout à fait la même, puisqu'il n'en subsistait que 8 malheureux hectares. Et pour ceux qui ne seraient pas forcément très familiers de l'univers du vin, sachez que 8 hectares, cela représente grosso modo aujourd'hui la taille d'une petite exploitation familiale. Ou alors, pour les plus matheux, un terrain de foot aux normes de la FIFA, c'est 0,7 hectares. Donc vous prenez 11 terrains de football, vous les mettez côte à côte, et vous avez grosso modo la surface mondiale que représentait le Vionnier il y a 58 ans. C'est ridicule. Ainsi, vous devez probablement vous poser les questions suivantes. Pourquoi dit donc qu'il a failli disparaître? Et pourquoi dit donc qu'il est redevenu si populaire? Eh bien, je vais vous le dire, ma bonne dame. À vrai dire, son déclin, il le doit à une accumulation de facteurs. En premier lieu, il y a ce maudit phylloxéra, un ravageur dont je vous ai maintes fois parlé et qui a fait des dégâts considérables en vallée du Rhône. Ainsi, en 1893, selon l'auteur Jean Felbert, à peine restait-il encore quelques ceps sur les coteaux de la Côte-Rôtie, d'Ampuis et de Condrieu. Une fois le puceron vaincu, ce sont les deux guerres mondiales qui vont venir remettre une pièce dans le jukebox. Et après 45, le vignoble se retrouve avec une pénurie de main-d'œuvre, ce qui est malheureusement logique quand la plupart des forces vives du pays se sont faites massacrer pendant 30 ans. De même, les vignerons ont beaucoup de mal à attirer des ouvriers car le boulot est jugé très pénible, voire même dangereux. Et cela notamment à cause de la topographie des lieux. Pour ceux qui ne le sauraient pas, dans certains coteaux escarpés du coin, les pentes vont jusqu'à 60%, et certains domaines doivent même vendanger avec des tyroliennes ou des monorails. Et, pour parachever le tout, le Vionnier est un cépage au rendement très faible. À Condrieu, celui-ci tourne en moyenne autour de 20 hectolitres à l'hectare et à un peu plus de 30 les très bonnes années. Donc, quand vous produisez en moyenne 2700 bouteilles à l'hectare, dans des pentes ultra raides où personne ne veut aller travailler, votre vin, vous devez le valoriser. Or, en sortie de guerre, l'économie française était à genoux et l'industrie du vin était plutôt dans une politique de production de masse et de standardisation. Et c'est ainsi que petit à petit, ce cépage va tomber dans l'oubli et l'indifférence. Mais comme dans tout conte de fées, un preux et courageux chevalier va lui redonner toutes ses lettres de noblesse, un héros
au doux nom de Georges Vernet. Fils de Francis Vernet, il prendra la succession de son père en 1953 et va redonner vie au coteau laissé à l'abandon dans l'ère d'après-guerre. Avec force de conviction et avec un effort indicible, il va replanter petit à petit les vignes de Viognier au sein du domaine. Grâce à un savant mélange de travail, d'obstination et de talent, il va devenir la nouvelle coqueluche du vignoble et démontrera que oui, le terroir de Condrieu est parfaitement adapté au Viognier et que oui, on peut encore y produire un d'immenses blancs à partir de cette variété. Chef de meute de cette renaissance, il emmènera dans son sillon toute une génération de vignerons et sera surnommé par la presse le pape du Condrieu. Vous l'aurez compris, c'est sous son impulsion que celui qui était proche de l'abandon va revenir en grâce auprès des consommateurs et va porter l'appellation Condrieu au panthéon des AOC mythiques du pays aux 258 fromages. D'ailleurs, en parlant d'appellation mythique, je passerai très rapidement sur Châteaugrillé, car elle est en monopole. Elle n'appartient donc qu'à un seul propriétaire, le groupe Artémis, en l'occurrence, lui-même détenu par François Pinault, qui a racheté Châteaugrillé en 2011 pour un prix non divulgué. Et si je ne suis pas très motivé à l'idée de vous en parler, ce n'est pas parce que je veux me farcir du milliardaire, quitte à ce que des joyaux du patrimoine viticole français soient rachetés par des gens qui ne savent plus quoi faire de leur pognon, autant que ce soit par des Français, mais plutôt parce que, comme je l'expliquais dès mon premier épisode de Ce vin qui m'a marqué, pour moi, une appellation, c'est une réputation collective, pas individuelle. Donc une appellation en monopole, c'est absolument antinomique. D'autant que, des échos que j'en ai eus avant le rachat par Artémis en 2011, les millésimes étaient très inégaux et, depuis la reprise en main, le style aurait pas mal changé. Et dans ce cas-là, pourquoi le domaine Vernet, qui a toujours été constant dans l'excellence et qui est encore aujourd'hui considéré comme trônant au sommet de la hiérarchie des vins de Condrieu, n'aurait-il pas le droit à son appellation en propre? Bref, les monopoles, ça me gonfle. Tout ça pour vous dire que, si notre vilain petit canard, redevenu cygne magnifique, a connu l'épicentre de sa renaissance à Condrieu, et qu'il va conquérir petit à petit les vignobles voisins, comme les Côtes-du-Rhône, l'IGP 20 pays des collines rhodaniennes, ou même des vignobles plus septentrionaux, comme avec la Côte rouennaise ou le Beaujolais, dont nous reparlerons, il est aussi devenu un cépage très répandu dans le Languedoc, qui est à ce jour la région française qui produit le plus de Viognier, avec ses 3676 hectares, ce qui n'a rien de bien étonnant, dans une région connue pour sa culture des vins monocépages. Mais on le retrouvera aussi un peu en Provence, et de manière très éparse, dans le sud-ouest. Et si, comme évoqué précédemment, sa mère patrie représente près de 55% de l'implantation mondiale, il a aussi trouvé grâce assez récemment auprès des vignerons italiens, principalement dans le Piémont et la Toscane, puis de manière plus sporadique dans la Lazio ou encore en Sicile, même s'il reste relativement confidentiel dans le pays à la botte. Aux États-Unis, troisième pays producteur mondial, il est majoritairement vinifié en Californie, où, en 2010, la région représentait près de 88% des Viogniers états-uniens. Présent au Chili, en Afrique du Sud, en Argentine, en Australie et en Espagne, il a connu une véritable hype à la fin des années 90, puisqu'étant passé à l'échelle globale de 3160 hectares en l'an 2000 à 16 063 hectares en 2016. Pourtant, les professionnels de l'industrie constatent que petit à petit, le soufflet est en train de retomber, et je doute que sa superficie continue de s'étendre. Tout au mieux irons-nous vers un maintien et une certaine stabilité de ses surfaces, et au pire, il connaîtra une petite décroissance. Il a même connu une vraie désaffection dans certains territoires, comme l'Australie, qui est passé en un peu plus de 6 ans du deuxième pays producteur au rang de 7e. Là encore, pourquoi donc, me rétorquerez-vous? Parce qu'il a de faibles rendements et donc une moindre viabilité économique? Eh bah, pas forcément. Il existe de grands vins issus de très faibles rendements, comme par exemple les Sauternes, les Châteauneuf-du-Pape issus de vieilles vignes, ou même encore les Bandoles d'exception. En fait, pour moi, cela tient surtout à ses caractéristiques intrinsèques. Le Viognier est un cépage que je trouve absolument fabuleux pour les débutants, parce qu'il développe une aromatique intense, presque exacerbée. Si vous êtes un noob et que vous mettez votre nez inexpérimenté dans un Riesling alsacien jeune issu d'un millésime très frais, vous allez peut-être vaguement sentir quelques notes citronnées. Et encore. Par contre, si vous mettez votre tarin dans un verre de Viognier jeune, normalement, et quand bien même vous ne seriez pas forcément capable de poser des mots sur votre ressenti, à minima, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez rien dans les naseaux. Et si c'était le cas, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, faites rapidement un test PCR. Deux de ces marqueurs emblématiques sont la pêche et l'abricot, mais vous pourrez aussi retrouver l'ananas, la mangue, le litchi ou encore la mandarine. Cette variété sera aussi pianotée dans le registre floral et, personnellement pour moi, le Viognier égale la rose. Même si d'autres vous évoqueront la violette, le chèvrefeuille, la fleur d'oranger ou encore l'anis. Et le i est important. On retrouvera aussi souvent des arômes de miel,
Souvenir ému de la cuvée Les Chais de l'Enfer 2020 de chez Vernet qui était un concentré de miel de sapin. Les épices, souvent liées à la barrique comme avec la vanille bourbon, le caramel ou la noisette grillée, font aussi partie de sa palette aromatique. En vieillissant, il pourra développer des notes d'une sublime noblesse, comme avec la cire d'abeille, le thé noir, la crème d'amande, l'abricot sec ou encore le citron confit. Mais c'est quand on arrive au niveau de sa structure qu'à mon humble sens, ça se complique. Le Viognier a, vous l'aurez compris, un nez ample et fruité qui sera suivi en bouche par beaucoup d'alcool et de corps. Les sommeliers vous parleront souvent de vins gras, opulents, riches, parfois glycérinés, d'une subtile sucrosité, mais qui pêche très souvent par son manque d'acidité. Alors oui, à Condrieu, avec nombre de granit en profondeur, il a trouvé un parfait terrain de jeu, le sous-sol fissuré de son terroir, permettant à ce cépage de puiser l'eau et les éléments minéraux nécessaires à l'obtention de vendanges remarquables par leur équilibre et leur richesse en sucre, malgré leur situation en zone septentrionale. De même, les granites ayant la faculté de faire baisser la température la nuit, ils permettent de garder de la fraîcheur. Mais en Languedoc et en Californie, avec des chaleurs très élevées, je trouve que en monocépage, cela donne des vins un peu lourdeaux et pâteaux. Alors oui, je sais que certains vignerons languedociens qui travaillent bien seront outrés par mes propos. Je suis choqué. Et m'expliqueront que sur tel microclimat, avec telle exposition et tel travail des maturités, ils arrivent à avoir de superbes équilibres sur leur Viognier. Et je n'en doute pas, hein. Mais personnellement, je le préfère en assemblage, où il apportera sa démonstrativité ainsi que ses parfums enivrants, plutôt que vinifié seul, où il sera rapidement dans le trop. La conséquence de tout cela, c'est que, une fois sorti du secteur Drôme, Loire, Ardèche, Rhône, eh bien je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'entre-deux pour cette variété, et que soit vous partez sur les dingueries de Condrieu ou attenantes, soit c'est plus compliqué. Malheureusement, cet entre-deux, il est peut-être en train d'émerger dans le Beaujolais et la côte rouennaise. Et si je dis malheureusement, ce n'est pas pour dénigrer ces vignobles, dont je suis un fervent défenseur, et vous trouverez de superbes cuvées de Viognier chez Cérolles ou au domaine des terres vivantes. Mais si le Viognier s'implante de plus en plus au nord, eh bien c'est à cause du dérèglement climatique. Et si aujourd'hui il semble abscon de penser qu'un joyau du patrimoine comme Condrieu, qui est l'un des rares terroirs placés en limite des possibilités culturelles du Viognier, où l'on peut obtenir de grands vins, puisse être amené à disparaître, qu'en sera-t-il dans 30 ans, quand nous aurons le climat de l'Andalousie à Vienne, et que les vins seront peut-être devenus de la compote d'abricots alcoolisés. En conclusion, le Viognier est un cépage blanc aux origines encore un peu floues, mais assurément alpine. Son ADN étant proche de celui de la Syrah, vous ne serez pas surpris d'apprendre que son berceau historique est la vallée du Rhône-Nord. Variété ayant fait la légende de Condrieu et de Châteaubrié, il a cependant failli disparaître pour moult raisons. La crise du phylloxéra, les deux guerres mondiales, des rendements faibles, des coteaux escarpés compliqués à travailler, ou encore un manque de main-d'œuvre dans une ère d'exode rural. Au point qu'en 1965, il n'en restait plus que 8 malheureux hectares dans le monde entier. Il doit son salut à un homme en particulier, Georges Vernet. Pape de Condrieu, il a redonné, à force d'abnégation, toutes ses lettres de noblesse au Viognier. Rien d'étonnant à ce que celui-ci ait conquis d'autres terroirs proches, comme les Côtes du Rhône, l'IGP 22 pays des collines rhodaniennes et plus globalement les vignobles du secteur. Également présent en Rhône-Sud, il a aussi trouvé son public dans le Languedoc, qui est aujourd'hui la première région productrice de cette variété. À l'international, l'Italie a connu une croissance fulgurante de cette variété dans le nord du pays. Il s'est aussi implanté aux États-Unis, principalement la Californie, et dans nombre d'autres pays, même si certains en sont un peu revenus, comme l'Australie, dont les surfaces ont diminué de 50% en 6 ans. Pourquoi ? Parce que si le Viognier délivre un nez intense porté par une bouche volumineuse subtilement sucrée et d'un alcool vif, il pâtit de son manque d'acidité. Sur les climats solaires, et je sais que je vais faire grincer les dents de quelques vignerons sudistes, je trouve que les 100% Viognier, c'est comme Jonathan Cohen, c'est sympa au début, mais ça devient vite redondant. En assemblage, je suis totalement pour, seul... Sa palette aromatique expressive sera une parfaite initiation pour les débutants qui veulent découvrir les fruits jaunes, puisque deux de ses marqueurs de référence sont la pêche et l'abricot, même si vous pourrez aussi retrouver d'autres notes comme la mangue ou la mandarine. D'une belle expression florale, je l'associe à la rose, mais d'autres vous parleront de la violette, de la fleur d'oranger ou même de l'anis. S'exprimant souvent sur des notes mielées, un élevage sous bois pourra aussi vous emmener sur les épices, la vanille bourbon, le caramel ou encore la noisette grillée. En vieillissant, il pourra développer des notes d'une sublime noblesse comme la cire d'abeille, le thé noir, la crème d'amande, l'abricot sec ou encore le citron confit. Trésor de la vallée du Rhône-Nord, où il a trouvé sa plus parfaite expression grâce au sol granitique apportant beaucoup de fraîcheur et d'équilibre,
il migre de plus en plus au nord pour retrouver des sols, là encore granitiques, mais de ceux du Beaujolais et de la côte rouennaise. Le Vionnier est Condrieu, futur grand perdant du dérèglement climatique? L'avenir nous le dira. Avec quoi le marier? En accord local, il saura sublimer un picodon de la Drôme ou une rigotte de Condrieu. En dessert, je l'adore sur des préparations à base d'amandes, comme une galette des rois. Mais si vous voulez un accord sur un plat, pensez amer, comme avec de l'artichaut ou des asperges. À bientôt!